Bienvenue pour un nouvel épisode de votre émission avec le Maroc depuis Washington. Nous aborderons dans l'épisode de cette semaine les axes suivants: l'adoption par le Conseil de sécurité de la nouvelle résolution sur le Sahara, la guerre à Gaza et l'actualité politique au Moyen-Orient, et l'élection de Mike Johnson, président de la Chambre des représentants aux États-Unis. Pour discuter de ces sujets, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui David Desroches. Il est professeur au Centre d'études stratégiques du Proche-Orient et de l'Asie du Sud. Il a été directeur de la politique de défense pour les affaires du Golfe et a aussi travaillé au bureau du secrétaire à la défense, directeur des opérations de l'OTAN et chef adjoint des forces de maintien de la paix. Parmi nous également, Ilan Berman, qui est premier vice-président de l'American Foreign Policy Council, basé à Washington, D.C. Ilan Berman est expert sur les questions de sécurité régionale au Moyen-Orient, en Asie centrale et pour la Fédération russe. Il a été consultant auprès de la CIA et des départements d'État de la Défense. Nous serons également rejoints par le colonel retraité Preston McCloughlin, qui a servi dans la marine américaine pendant 27 ans. Il a été chef de bataillon et de régiment et a participé aux opérations Desert Storm et Enduring Freedom. Il a également été observateur militaire de la MINURSO, la mission des Nations Unies au Sahara, et a travaillé dans la région d'El Mahbès, où il a supervisé l'accord de cessez-le-feu entre les forces armées royales marocaines et la milice du Polisario de 1991 à 1992. Sa dernière mission était celle de chef d'état-major de la brigade de l'United States Marine Corps en Afghanistan de 2009 à 2010. Après sa retraite, il enseignait à l'US Army War College, à la Bush School de l'Université du Texas et à l'Université Texas A&M de gouvernance et de services publics. Bienvenue, messieurs. Également avec nous, comme d'habitude, notre chroniqueur Chris Lapetina, qui, je le rappelle, est président de Focus Consulting. Alors, le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté la résolution 2703 qui renouvelle le mandat des forces de maintien de la paix au Sahara. Cette nouvelle résolution a été adoptée par 13 voix et 2 abstentions, celles de la Russie et du Mozambique. Plusieurs analystes ont considéré cette résolution comme une victoire majeure pour la diplomatie marocaine. Les États-Unis, en tant que penholder, c'est-à-dire rédacteurs du texte de la résolution, sont restés fidèles à leur position, malgré les tentatives de modification de son libellé par les opposants du Maroc. Cette résolution s'inscrit non seulement dans la lignée de l'appel du Maroc en faveur d'une solution pacifique et diplomatique, mais elle salue également la proposition marocaine d'autonomie sous la souveraineté du Royaume. De plus, l'un des aspects essentiels de cette résolution est de garantir l'aide humanitaire à ceux qui la méritent. Le texte souligne la nécessité de mener un dialogue global avec la participation de toutes les parties prenantes, y compris l'Algérie, qui refuse de reconnaître son rôle dans ce conflit artificiel dont elle est à l'origine. Mais avant de commencer la discussion avec nos invités, regardons ce reportage. Dans une étape charnière dans le conflit autour de la question du Sahara marocain, le Conseil de sécurité des Nations Unies a adopté la résolution 2703, qui représente un moment important dans les efforts de l'organisme international visant à maintenir la paix et la stabilité dans la région. Le Conseil de sécurité a prorogé jusqu'au 31 octobre 2024 le mandat de la MINURSO et fait part de son plein appui aux efforts que font le secrétaire général et son envoyé personnel pour faciliter les négociations afin de parvenir à une solution à la question du Sahara marocain. La résolution 2703 a été adoptée à une majorité de 13 voix pour et 2 abstentions de la Fédération de Russie et du Mozambique. En effet, la MINURSO a joué un rôle décisif dans la surveillance du cessez-le-feu entre les phares et le Polisario depuis 1991, jusqu'à ce que la milice du Polisario annonce son rejet unilatéral du cessez-le-feu. La résolution 2703 non seulement renouvelle le mandat de la MINURSO, mais confirme également le soutien du Conseil de sécurité à la proposition d'autonomie du Maroc qu'il a présentée en 2007.
Beaucoup voient ce soutien comme une victoire diplomatique pour le Maroc, soulignant que cette proposition est sérieuse et crédible pour parvenir à la stabilité au Sahara marocain et pour résoudre ce conflit artificiel qui dure depuis des décennies. La résolution du Conseil de sécurité va au-delà des mesures politiques et militaires. Le Conseil de sécurité appelle dans sa 13e résolution consécutive à l'enregistrement des populations séquestrées dans les camps de Tindouf et exhorte une nouvelle fois les organisations humanitaires internationales à suivre les pratiques onusiennes dans l'acheminement et la délivrance de l'aide humanitaire. Et ce afin de prévenir son détournement par le Polisario et les responsables algériens. Le Conseil de sécurité reconfirme dans sa nouvelle résolution le rôle de l'Algérie en tant que principale partie prenante à ce différend, en la citant à 5 reprises et en lui demandant d'élaborer sa position afin de progresser vers une solution. Malgré les obstacles posés par l'Algérie et sa milice, le Polisario, la résolution 2703 représente un pas en avant vers la paix. L'appel contenu dans la résolution est venu confirmer l'importance du dialogue, outre la présence continue des forces de la MINURSO, et pour l'organisation internationale de faire la distinction entre un discours marocain appelant à la paix et à la sécurité et un appel de Polisario derrière l'Algérie à une escalade dans l'espoir que le dialogue ouvrira la voie à une paix durable. Alors, nous sommes aujourd'hui en visioconférence avec Ilan Berman pour discuter de cette question. Ilan, que pensez-vous de la solution politique par le biais de tables rondes prônées par l'Organisation des Nations Unies et par son envoyé spécial? Quels sont les messages adressés à l'Algérie? Je pense que la résolution reflète un signe de changement majeur. D'une part, la résolution a prorogé le mandat de la MINURSO. Il est donc clair que jusqu'à présent, du moins pour la communauté internationale, on ressent que cette question d'un point de vue politique a toujours un statut international et requiert une attention très particulière. Mais en même temps, nous voyons la reconnaissance de la part des Nations Unies qu'il existe un mouvement constructif. Et c'est un mouvement constructif conformément à ce que le Royaume du Maroc veut, où les Marocains mènent le processus politique et se présentent comme un parti prêt à engager un dialogue constructif. Je crois qu'il s'agit d'une position sur laquelle le Maroc peut s'appuyer, car il y a le sentiment que Rabat est le parti constructif, le parti qui organise le processus du dialogue sur des bases politiques réelles, un sentiment qui n'existait pas il y a 6 mois ou 1 an. I think that's something that for the coming year, this is something that the foreign ministry, that the Crown in De general. ce fait, je crois qu'il s'agit d'une préparation pour l'année à venir, car le département d'État américain y travaille de manière très intensive. De plus, le Maroc continue de jouer un rôle constructif en tant qu'un parti qui propose une solution réaliste. D'ailleurs, je pense que mon point de vue, la résolution du Conseil de sécurité n'a peut-être pas permis d'obtenir tout ce que Rabat souhaitait. Merci Ilan. Je me tourne à présent vers Preston McLaughlin. Vous avez fait partie des forces de la MINURSO et vous connaissez bien la région. En quoi est-il important, selon vous, de proroger cette mission onusienne et de condamner fermement la rupture du cessez-le-feu par le Polisario? Qu'est-ce que cela signifie? C'est une bonne question. Je pense que les gens devraient comprendre que la MINURSO, en tant que force de maintien de la paix, se déplace dans la région tout entière, rencontre différentes parties, interviennent s'il y a une question ou un problème à résoudre. Si vous vous souvenez bien, en 2020, les forces de la MINURSO ont joué un rôle important sur le terrain face aux événements dans la région, lorsqu'il y avait des tensions. C'est d'ailleurs le rôle que joue la MINURSO vis-à-vis des parties impliquées dans cette situation. Ilan, le Conseil de sécurité insiste sur la poursuite des consultations entre l'envoyé personnel, le Maroc, le Front Polisario, l'Algérie et la Mauritanie, afin de tirer parti des progrès réalisés. Mais beaucoup estiment que cet appel au dialogue et à la coopération entre les parties se heurte au refus de l'Algérie. Dans ces conditions, quelle est selon vous la porte de sortie?
Je crois que la diplomatie et la politique sont l'art du possible. Je pense donc que la formulation de la résolution nous en dit long, car elle appelle à davantage de coopération. Les diplomates aux Nations Unies, comme ceux à Washington ou à Rabat, savent qui est la partie qui pose problème dans ce processus. C'est certainement le Maroc qui a proposé une solution constructive reconnue par la résolution. Je pense donc que la formulation implique une légère reconnaissance de la part des Nations Unies, que le Maroc a bien fait et que cela signifie le fait de demander à l'Algérie et au Polisario un rôle plus actif. La formulation de la résolution évite ainsi de placer l'Algérie au premier plan et d'indiquer qu'elle n'est pas la partie positive, car cela contredit franchement la diplomatie. Mais je pense que le sous-texte de la résolution était très clair, car il indiquait clairement que les parties liées à cette question sont davantage impliquées dans le jeu. Ainsi, les Nations Unies appellent l'Algérie à coopérer davantage. Colonel, l'Algérie refuse de procéder à un recensement des réfugiés dans les camps de Tindouf. Avant de vous donner la parole, je vous propose d'écouter l'intervention de l'ambassadeur représentant du Maroc auprès des Nations Unies, Omar Hilal. La raison est simple, c'est parce qu'ils ont quelque chose à cacher. Et ce qu'ils ont à cacher, c'est le chiffre. Et le chiffre, c'est pas pendant plus de pratiquement 25 ans, ils ont avancé le même chiffre, 175 000. Maintenant, heureusement, les agences onusiennes ont déclaré depuis 2005 que ce chiffre est exagéré. Ils ont descendu à 90 000. Comme s'il n'y a ni mort, ni naissance, ni départ de ces camps. Ils ne veulent pas le recensement parce que tout simplement, il n'y a pas que les Sahraouis. Il y a des Maliens, il y a des Sénégalais, il y a des Algériens, il y a des Touaregs. Et forcément, eux, ils lient l'enregistrement à la solution politique. Aucun texte du Haut-Commissariat ne lie l'enregistrement des populations d'un camp de réfugiés au règlement politique. L'enregistrement est un droit statutaire ou une obligation statutaire du pays hôte en coopération avec le Haut-Commissariat aux réfugiés. Et le recensement, normalement, ne doit avoir aucune dimension, aspect politique, parce que c'est juste pour protéger cette population, pour quantifier les besoins et pour préparer le retour, soit à la mère patrie, soit à l'intégration sur place, soit aller à un pays tiers, s'il y a un pays tiers qui voudrait les accueillir. Mais de toutes les façons, vous avez remarqué que pour la 13e résolution consécutive, le Conseil de sécurité insiste sur l'enregistrement et insiste également pour qu'on veille à ce que l'assistance alimentaire humanitaire ne soit plus détournée par le Polisario, les responsables du Croissant Rouge algérien. Alors, colonel, comment expliquez-vous le refus de l'Algérie de recenser les populations de Tindouf? Encore une bonne question. Tout d'abord, les gens doivent savoir que le rôle de la MINURSO est de maintenir la sécurité dans la zone tampon. C'était le rôle principal lorsque nous y sommes allés en 1991. Depuis lors, toutes les parties concernées ont réalisé que les choses deviennent difficiles en raison des conditions de cette région. Des personnes et des groupes de différents pays et tribus se sont installés dans la région. Et le recensement de la population ne serve plus le côté algérien. De plus, les camps de Tindouf constituent une source de revenus pour l'armée algérienne, qui classe la région comme une zone militaire. Et il n'était donc pas dans l'intérêt de l'Algérie d'organiser un recensement de la population durant cette période. Ilan, la résolution du Conseil de sécurité a également salué les initiatives et mesures prises par le Maroc, notamment le rôle du CNDH, le Conseil national des droits de l'homme, à Laayoune et à Dakhla, ainsi que la coordination marocaine avec le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Vous connaissez la situation des droits de l'homme dans les camps de Tindouf, où on n'hésite pas à utiliser des enfants soldats. Alors peut-être en attendiez-vous plus sur ce sujet?
Franchement, je ne m'attendais pas à cela pour deux raisons. Tout d'abord, parce que pour que la résolution reflète la situation actuelle, elle doit réellement reconnaître ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est un processus en cours visant à reconnaître la légitimité de la souveraineté du Maroc sur son Sahara, ce qui implique une plus grande reconnaissance internationale des mesures prises par le Maroc en matière des droits de l'homme. Mais d'un autre côté, la situation dans les camps de Tindouf et la situation du Polisario au niveau des droits de l'homme constituent un objectif difficile à atteindre pour les Nations Unies. Dans le cadre de ces négociations, l'ONU estime du moins pour le moment qu'elle a besoin de la participation de l'Algérie et du Polisario dans le dialogue. Par conséquent, je considère cela comme une chose positive, car les Nations Unies se rendent compte qu'elles ne disposent pas de beaucoup de clés pour faire pression sur le Polisario et exiger une amélioration de la situation des droits de l'homme, mais elles n'utilisent pas la résolution pour faire pression sur le Maroc et reconnaissent au contraire les progrès réalisés par le Royaume. Ilan, la résolution 2703 soutient clairement l'initiative marocaine d'autonomie, ce qui est également la position de la représentante des États-Unis auprès des Nations Unies. Faute d'alternative politique, quel est selon vous l'avenir de l'initiative marocaine? Je pense qu'il s'agit d'un domaine où les objectifs de la politique marocaine contredisent les objectifs des politiques des Nations Unies, car ce que les Nations Unies tentent de faire, c'est de chercher à imposer une solution internationale par le biais de négociations, mais le Maroc est pleinement conscient qu'il est seul à la table des négociations et qu'il est le seul parti à proposer des solutions constructives qui amélioreront la vie des citoyens du Sahara. Par conséquent, nous voyons le ministre marocain des Affaires étrangères, Nasser Bourita, faire exactement ce qu'il faut, c'est-à-dire une démarche progressive et confiante pour créer une reconnaissance internationale de la souveraineté du Maroc sur son Sahara à travers l'ouverture de consulats généraux de plusieurs pays, dont les provinces sud du Maroc, à travers également la normalisation des relations et la croissance constante de la coopération internationale au Sahara. Tout cela crée des faits sur le terrain et avec le temps, le ministère marocain des Affaires étrangères et les responsables à Washington savent que les faits sur le terrain commencent à façonner le climat des négociations. Le Maroc ne cesse de mener les négociations. D'ailleurs, le Sahara est contrôlé pour l'essentiel par le Maroc. Le Royaume a donc une formidable opportunité d'organiser le processus des négociations comme il le souhaite pour la région tout entière. Colonel, depuis que le Maroc a présenté son plan d'autonomie sous sa souveraineté, toutes les résolutions du Conseil de sécurité ont salué cette initiative car elle est considérée comme la seule et unique solution à ce différend régional. Qu'en pensez-vous? Je vous dis, sur la base de mon expérience lors de longs voyages vers le Sahara, que de nombreuses personnes qui se déplacent entre des zones inhabitées vivent leur vie comme elles en ont l'habitude depuis des centaines d'années. Mais lorsque vous vous déplacez vers la région côtière, où les villes et les ports sont connus pour la présence de phosphates et de richesses halieutiques. Ici, Sa Majesté le roi Mohammed VI a ordonné au gouvernement marocain d'élaborer un plan qui donne à la population de la région la capacité de s'autogouverner par la subordination et la loyauté au centre administratif marocain. Ce plan d'autonomie a reçu un grand soutien au sein des Nations Unies, et en particulier au sein du Conseil de sécurité. Et je pense que le Royaume du Maroc est sur le point d'atteindre les objectifs de cette proposition marocaine. Ilan, la Fédération de Russie s'est abstenue de voter la résolution du Conseil de sécurité. Cette position est-elle dirigée contre le Maroc ou contre les États-Unis qui ont soumis le projet de résolution au Conseil? Je pense que c'est une excellente question. En tout cas, ce qui se passe aujourd'hui se passe à la lumière d'une guerre qui s'étend entre Israël et le Hamas, une guerre qui menace d'attirer d'autres parties. D'ailleurs, tous les pays arabes qui ont signé les accords d'Abraham, y compris le Maroc, tentent de faire face à l'évolution de ces événements.
En effet, la Russie voit dans le conflit actuel une opportunité d'étendre son influence dans la région du Moyen-Orient, ainsi qu'une opportunité de s'opposer aux États-Unis. Par conséquent, mon interprétation de l'abstention de la Russie est qu'elle n'est pas dirigée contre le Maroc, mais plutôt contre les États-Unis. Il s'agit d'une caractérisation très précise, car la Russie est en train de réévaluer sa politique au Moyen-Orient et elle est pleinement consciente des relations étroites entre le Maroc et les États-Unis. Ilan, la résolution du Conseil de sécurité souligne qu'une solution politique à cet éternel conflit consoliderait la coopération entre les États dans la région du Maghreb et au sein de la Ligue arabe. Elle permettrait de renforcer la stabilité et la sécurité et offrirait des opportunités d'emploi à une large frange de la population. Vous connaissez bien le Maroc, vous l'avez visité à plusieurs reprises, avez constaté par vous-même l'ampleur des progrès réalisés dans les provinces du sud du Maroc. Alors, qu'en pensez-vous ? Je crois que ce type de formulation montre les limites de ce que l'ONU peut faire. Les Nations Unies est une organisation qui cherche le consensus, une organisation qui requiert la participation de toutes les parties, y compris les pays qui adoptent des positions extrémistes, comme l'Algérie, lors du processus de vote. Sans cela, les Nations Unies n'auront aucun mandat pour prendre une décision. Par conséquent, avec chaque interprétation positive dont nous avons parlé lors de la rédaction de la résolution, il est nécessaire de trouver un consensus, ce qui est un mal nécessaire, et il est clair ici que la formulation de la résolution reflète le fait que toutes les parties ne sont pas sur un même pied d'égalité lorsqu'il s'agit d'investir dans la prospérité, comme c'est le cas pour le Maroc. Par conséquent, la résolution appelait toutes les parties à participer davantage et à devenir des parties constructives. Mais est-ce que cela arrivera ? Nous attendons et voyons, mais personnellement, je pense que ce dont nous avons besoin, ce n'est pas davantage d'appel à l'Algérie, mais de plus de pression pour devenir un acteur qui joue un rôle constructif. L'Algérie considère de son point de vue que la situation actuelle est idéale car l'investissement du Maroc dans le développement des provinces du Sud renforce la souveraineté du Maroc sur son Sahara, ce que le régime algérien ne veut pas. Merci Ilan. Je me tourne à présent vers notre chroniqueur Chris Lapettina. Que pensez-vous des efforts des Nations Unies pour le règlement de cette question du Sahara ? Marc, concentrons-nous d'abord sur ce que veulent les États-Unis. Nous voulons la paix. La région devient peu à peu une région importante pour notre avenir économique et sécuritaire. Et c'est pourquoi nous voulons la paix et la sécurité. Nous avons vu à quel point notre représentante auprès des Nations Unies soutient fermement cette résolution, qui constitue la meilleure voie vers une solution pacifique. L'autre chose, et j'espère que le Maroc et les États-Unis le feront, est d'exercer davantage de pression sur l'Algérie pour qu'elle se conforme à la paix et à toute solution qui satisfasse toutes les parties, et pour mettre fin au conflit avant qu'il ne se transforme en un problème plus complexe qui pourrait affecter l'Algérie elle-même. Et l'impact pourrait se produire d'une manière à laquelle l'Algérie ne s'attend pas. Colonel McLaughlin, si le monde ne tire pas profit des résolutions de l'ONU, il est possible qu'une autre guerre éclate en Afrique du Nord. Il y a déjà une guerre entre l'Ukraine et la Russie, et aussi une guerre à Gaza entre le Hamas et Israël. La question du Sahara pourrait donc devenir encore plus brûlante. Dans quelle mesure est-il importante pour la communauté internationale et pour les Nations Unies de faire de cette question du Sahara une priorité ? Marc, je pense que le monde entier connaît une sorte d'ennui à l'égard des groupes armés non étatiques, qui sont d'ailleurs nombreux de nos jours. L'ONU a besoin de soutien pour garantir le dialogue et créer un environnement pacifique en Afrique du Nord.
Si vous regardez la région du Sahel, vous rencontrez des problèmes au Niger et dans d'autres pays. Et l'Africom considère le Maroc comme l'un de ses alliés les plus importants. Nous devons déployer des efforts intenses pour maintenir la paix dans la région, étant donné que le Maroc se positionne en tant qu'interlocuteur incontournable à travers le détroit de Gibraltar. Le Royaume est l'un de nos plus anciens alliés. Il est donc important d'encourager le dialogue pour trouver une solution pacifique au conflit du Sahara. Je vous remercie, Colonel Preston McLaughlin. Nous allons maintenant faire une courte pause et directement après, nous évoquerons le sujet de la guerre à Gaza. Restez avec nous. Nous voilà de retour pour la suite de votre émission avec le Maroc depuis Washington. La communauté internationale suit de près le conflit entre le Hamas et Israël. Plus d'un mois s'est écoulé depuis le début des bombardements sur Gaza et la phase terrestre de l'attaque de l'armée israélienne a été lancée. De nombreux gouvernements dans la région s'efforcent d'obtenir la libération des otages israéliens et étrangers du Hamas, mais celui-ci exige en échange celle de tous les détenus palestiniens dans les prisons israéliennes. Sur le terrain, la guerre fait rage au nord et à l'est, et surtout dans la bande de Gaza entre le Hamas et les forces israéliennes. Et des incidents intermittents se déroulent également dans le nord d'Israël avec le Hezbollah. Mais cela n'a pas atteint le stade d'une confrontation globale. Alors avant d'entamer notre discussion sur ce sujet, regardons ce reportage de notre correspondante Jihan Mansour. Les avis diffèrent dans la rue américaine quant à l'évaluation de la position officielle de la Maison-Blanche concernant les événements qui se déroulent à Gaza, alors que les amis d'Israël, républicains et démocrates, considèrent que cette position est une concrétisation de l'engagement américain de protéger et de soutenir Israël. D'autres y voient un biais en faveur d'une partie contre une autre et même une implication des États-Unis dans une guerre dont nous n'avons aucun intérêt. Israël a le droit et même la responsabilité d'empêcher le meurtre de ses citoyens. Nous veillerons à ce que l'État juif et démocratique d'Israël puisse se défendre aujourd'hui et demain, comme nous l'avons toujours fait. Les défenseurs de la position du président américain ne cessent de mentionner son soutien à la création d'un État palestinien vivant avec Israël dans la sécurité et la paix. Je voudrais également vous rappeler l'avenir auquel nous aspirons. Les Palestiniens et les Israéliens méritent de vivre côte à côte dans la sécurité et la paix. Il n'y aura pas de retour à l'ancienne situation ou à celle d'avant le 7 octobre. Cela signifie qu'il faut veiller à ce que le Hamas ne puisse plus terroriser Israël et utiliser les civils palestiniens comme boucliers humains. Alors que les raids israéliens font de plus en plus de morts parmi les civils, nombreux sont ceux qui se demandent si les États-Unis conservent toujours une position de médiateur. Contrairement à la position officielle des États-Unis, la rue américaine connaît une profonde division entre ceux qui disent que le Hamas est un agresseur et doit être puni et ceux qui soutiennent que toute punition n'affecte que des milliers d'enfants, de femmes et de civils innocents. Et ils tiennent l'administration Biden politiquement et moralement responsable de son soutien inconditionnel à ce que fait le Premier ministre d'Israël, Benjamin Netanyahou. Jihan Mansour, La Maison-Blanche, Média TV, Washington. المسؤولية السياسية والأخلاقية للدعم الغير مشروط لما يقوم به رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. جيهان منصور من أمام البيت الأبيض، ميديا تيفي، واشنطن. David, Israël a annoncé que son objectif était de mettre fin à la présence du Hamas en tant que force militaire et politique à Gaza. Israël a déjà mené des milliers de frappes aériennes massives sur la bande de Gaza, une zone fortement urbanisée et très peuplée. Et selon les rapports du ministère palestinien de la Santé, des milliers de victimes ont été enregistrées. Ne pensez-vous pas que la punition collective infligée à la population de Gaza risque à terme de créer une résistance encore plus violente contre Israël ? Je ne pense pas qu'Israël considère ce qu'il fait comme une punition collective. Israël dit plutôt qu'il cible les infrastructures militaires du Hamas situées dans les zones civiles.
Mais même si Israël est capable d'atteindre ses objectifs militaires sans solution politique, le fait d'affronter la résistance est si difficile, même pour les régimes démocratiques les plus élevés, car cela nécessite une dictature, comme l'Union soviétique l'a fait avec les communautés musulmanes de la péninsule de Korn. Alors, même si Israël réussit, comme je l'ai dit, à atteindre tous ses objectifs militaires, ce qui coûtera d'ailleurs la vie à de nombreux Palestiniens et Israéliens, la question qui se pose est la suivante. Quelle sera la prochaine étape à Gaza si la question de la gouvernance de Gaza n'est pas résolue? Ce problème reviendra dans quelques années. David, les experts militaires ont identifié plusieurs approches possibles à Gaza, 4 au total, mais toutes sont considérées comme extrêmement risquées. Ce qui est sûr, c'est qu'une offensive terrestre entraînera davantage de morts des deux côtés. Israël est confronté à une guérilla urbaine que nous n'avons pas vue depuis la dernière invasion de la bande de Gaza en 2014, qui a duré une cinquantaine de jours et fait 72 morts côté israélien pour plus de 2500 victimes palestiniennes. En revanche, il y a environ 220 otages israéliens aujourd'hui, ce qui va compliquer les choses. Qu'en pensez-vous ? Oui, aucune armée ne veut combattre en ville. Le développement technologique dont dispose Israël est inutile compte tenu de la présence de civils sur le champ de bataille. Et même si Israël parvient à réaliser un gain tactique, il subira une perte stratégique en raison de la mort de milliers de civils. Lors de la bataille de Mosul contre Daesh, on ne sait toujours pas combien de civils ont été tués. Le nombre est entre 11 000 et 16 000. En fait, la bande de Gaza est l'une des zones les plus densément peuplées du monde, ce qui entrave le recours à la force et le réseau dense de tunnels s'étendant sous les immeubles résidentiels rend les bombardements dangereux pour ces immeubles. Donc, nous sommes confrontés à un nombre important de victimes des deux côtés. Et après le retrait d'Israël de la bande de Gaza, la région risque de devenir un foyer de violence, à moins qu'Israël ait un plan politique brillant, qui n'est pas encore apparu, car la situation est très mauvaise. Et les options disponibles pour s'en sortir de la crise sont très limitées. Chris Lapetina, le Hezbollah dispose d'un arsenal de 130 000 missiles. Ils étaient censés être utilisés si Israël s'embarquait dans une opération terrestre massive à Gaza. Jusqu'à présent, le Hezbollah n'en a rien fait. Alors comment expliquez-vous cette retenue ? Écoutez, l'Iran ne veut pas que le Hezbollah soit impliqué dans cette guerre, parce qu'il sera détruit et qu'il est plus important pour l'Iran que le Hamas. Je pense que l'Iran leur demande de ne pas intervenir et de faire preuve de la plus grande retenue possible. L'autre chose est que les États-Unis affirment être présents dans la région, avec un second porte-avions et beaucoup d'armes pour empêcher le Hezbollah de penser à intervenir sans attendre une riposte des États-Unis. C'est peut-être la raison pour laquelle le Hezbollah n'est pas intervenu et s'est engagé à jouer un rôle de surveillance, du moins jusqu'à présent. Merci Chris. Écoutons maintenant les témoignages de quelques citoyens américains recueillis à Washington lors d'une manifestation à côté de la Maison-Blanche. Tout d'abord, je voudrais saluer le peuple marocain pour sa solidarité avec les Palestiniens. Les Marocains sont nos frères et ne sont pas moins courageux que nous. Quant au président Biden, je voudrais lui dire « Vous ne devriez pas répéter le dicton israélien quant à notre sujet. Nous ne sommes pas des criminels, mais nous défendons notre liberté. Nos enfants meurent chaque jour. Biden doit se manifester et regarder attentivement ce qui se passe. » Je me tiendrai toujours du côté du parti faible et je n'accepterai jamais le nettoyage ethnique. Ce qui se passe actuellement est inacceptable. Nous appelons les États-Unis et le gouvernement américain à faire preuve de moralité, à sympathiser avec les civils palestiniens et à mettre fin à cette guerre et à ces massacres.
Je dis au président Biden qu'il doit réfléchir aux décisions qu'il prend car nous voyons le meurtre quotidien d'un grand nombre d'enfants. C'est triste et douloureux à voir. Je voudrais préciser que nous exigeons un cessez-le-feu immédiat, la fin du siège complet imposé aux Palestiniens à Gaza depuis 16 ans et la fin de tout soutien militaire à Israël de la part des États-Unis d'Amérique et bien évidemment la fin de l'occupation israélienne des territoires palestiniens. Nous considérons ce qui se passe comme un nettoyage ethnique. À la télévision en direct et sur tous les réseaux sociaux, nous voyons chaque semaine le meurtre de milliers de personnes, dont la moitié sont bien sûr innocentes. En tant qu'organisation, nous exigeons la cessation complète de tout soutien américain à Israël. Nous appelons les États-Unis à cesser immédiatement de soutenir Israël. David, certains experts militaires disent que pendant la guerre de 2014, Israël a tué de nombreux membres du Hamas cachés dans des tunnels. L'armée les aurait ciblés dans le nord et l'ouest de Gaza en utilisant des bombes d'un type particulier capables de neutraliser les combattants ennemis sans risque de perte dans ses propres rangs. Alors, croyez-vous qu'Israël dispose de telles armes? No, I don't think so, because what's happened is Hamas has adapted. So, Israeli detection techniques and Israeli tunnel destruction techniques into Non, je ne le pense pas parce que le Hamas a profité de l'expérience de 2014 et a creusé des tunnels beaucoup plus profonds tout en occultant leurs entrées afin qu'ils soient difficiles à détecter. Le problème est que vous ne pouvez pas détruire ce réseau des tunnels à distance, car cela est extrêmement difficile. Ce que vous devez faire, c'est d'occuper la zone et de la rechercher à l'aide de cartes, puis de détruire non seulement les entrées, mais aussi de détruire complètement ces structures, ce qui nécessite d'énormes explosions le long de ces tunnels. Nous avons vu des films similaires où l'on faisait exploser des tunnels situés sous des bâtiments et contenant un certain nombre d'armes. Leur destruction entraînerait l'effondrement complet des immeubles d'habitation, ce qui n'est pas une tâche facile. Cela ne peut certainement pas être réalisé à distance. Il n'y a aucun moyen d'éviter l'effondrement des bâtiments. Merci David. Chris Lapetina, nous passons maintenant au deuxième scénario, qui est celui de la réoccupation de Gaza avec Israël, qui serait responsable de la gouvernance des territoires palestiniens. Je rappelle qu'Israël a retiré ses forces et démantelé toutes ses colonies à Gaza en 2005 et en 2007. Le Hamas, qu'Israël considère comme une entité hostile, y a remporté les élections. Le président Joe Biden a mis en garde contre le risque d'une occupation de Gaza qui exposerait les forces israéliennes à une résistance violente. Washington dit s'opposer à une réoccupation de Gaza. Ce scénario est-il vraiment envisageable? Premièrement, nous avons la chance d'entendre les propos d'un colonel expérimenté comme David Desroches, qui a expliqué les aspects militaires de l'occupation et de la réoccupation de la bande de Gaza. Nous savons que ce n'est pas une solution pratique et nous savons également que les gens rationnels ne voient pas de solution pacifique sans solution politique. Je crois que tant de partis réfléchissent profondément à ce qui peut être fait. Ici apparaît l'importance des relations maroco-américaines. Le Maroc, en tant que pays signataire des accords d'Abraham, reconnaît le droit d'Israël à exister. Par conséquent, un pays comme le Maroc peut créer une alliance pour former un gouvernement en vue de gouverner Gaza. Cela est acceptable pour les Palestiniens, à condition que ce conflit prenne fin. Nous pourrons alors avoir une paix qui durera peut-être plus longtemps qu'auparavant.
David, passons maintenant à la troisième option, qui est l'élimination totale du Hamas par Israël avant de se retirer de la bande de Gaza. Dans ce scénario, l'objectif est d'empêcher le Hamas de continuer de gouverner à Gaza. S'agit-il d'un scénario sérieux pour la sécurité de la région? It's the most likely option. I'm not sure how serious it is. I mean, what you would have is a situation that is not unlike what Israel's been doing for the last 14 years, which is basically they. Je pense que c'est le choix le plus probable, hein, mais je ne sais pas à quel point il est sérieux. Hamas from future activities and then back off. La situation qui en résultera est différente de celle qu'Israël a connue au cours des 14 dernières années, où il a pris l'habitude de détruire les infrastructures militaires et dissuader le Hamas de mener de futures attaques, puis se retirer afin d'empêcher le régime occupant d'en assumer la responsabilité, ainsi que l'empêcher d'abandonner ses forces dans des confrontations constantes avec un ennemi féroce. Mais le problème est qu'après le retrait d'Israël, le Hamas commencera à se reconstruire et voici le rôle de l'Iran qui a soutenu et continue de soutenir le Hamas parce qu'il n'est pas dans l'intérêt iranien de voir une solution. L'Iran est celui qui arme et envoie des résistants arabes, que ce soit au Yémen, au Liban, à Gaza, en Syrie ou en Irak, et qui les encourage à se battre. Le Hamas est la seule branche sunnite affiliée à l'axe de la résistance. Il est donc indépendant de l'agenda iranien. Et même avec un Hamas éliminé, il sera difficile de gouverner Gaza. Chris, même si Israël réussit à détruire toutes les infrastructures du Hamas, son idéologie restera vivante. Et dans ce cas, il est difficilement possible de croire qu'on puisse en finir par la force. Une fois de plus, je dis que nous avons besoin d'une solution pacifique. Comment pourront-ils vivre côte à côte dans deux États, même si nous sommes pratiquement face à trois États, tant que Gaza reste un État à part entière? C'est la considération la plus importante. Quant à l'idée selon laquelle Israël accepterait ce qui s'est passé début octobre, elle est irréaliste et tous les gens rationnels la voient comme telle. La question maintenant est de savoir quelle sera la suite. Qu'est-ce qui garantit la sécurité d'Israël et permet également aux Palestiniens de vivre en paix sans être exposés à aucune menace? Comme je l'ai dit au début, le Hamas ne contrôlait pas Gaza, mais l'autorité palestinienne gouvernait la bande. Et le Hamas a pris le pouvoir contre la volonté même des Palestiniens. David, parlons maintenant de la quatrième et dernière option qui consiste à faire appel à un nouvel acteur pour gouverner Gaza. Chris a indiqué qu'Israël inviterait probablement l'autorité palestinienne malgré son impopularité en Cisjordanie et à Gaza. Que pensez-vous de cette option? C'est la plus grande question qui serait insensée à traiter. En fin de compte, celui qui décidera qui gouvernera Gaza, ce sont les habitants de la bande de Gaza. Il est vrai que le Hamas est arrivé au pouvoir par le biais d'élections, mais sans organiser d'élections depuis qu'il a accédé au pouvoir. On suppose que s'il y avait un choix clair de diriger Gaza, cela offrirait un meilleur niveau de vie. Cela renforce une forme de souveraineté palestinienne, car on suppose que les citoyens de Gaza voteront pour une telle option. Mais il est également important de reconnaître que nous sommes prisonniers de l'histoire, et il est fort possible qu'après des années de confrontation avec Israël, la force la plus engagée dans la confrontation avec Israël obtienne le soutien de la population de Gaza. Nous pourrions donc être confrontés à un problème insoluble. Il n'y a pas de solution miracle. Le magazine Foreign Policy a publié un article intitulé « La fin du mirage de Biden au Moyen-Orient ». Écoutons cette analyse. Sous le titre « La fin du mirage de Biden au Moyen-Orient », Matthew Doss a écrit dans le magazine Foreign Policy ce qui suit. Les événements de ces dernières semaines ont montré l'effondrement du rêve qu'avait le président Biden de s'appuyer sur des accords de sécurité avec un certain nombre des gouvernements de la région pour assurer la sécurité au Moyen-Orient.
Du côté du Golfe, l'écrivain estime que l'administration Biden s'est efforcée de lier la normalisation des relations entre l'Arabie saoudite et Israël à un accord dans lequel les États-Unis garantissent la sécurité du royaume d'Arabie saoudite pour éliminer l'influence chinoise au Moyen-Orient, notant que c'est la Chine qui a pu servir de médiateur entre le royaume d'Arabie et l'Iran, ce qui est un objectif inaccessible. L'auteur a cité également les propos de l'analyste des affaires internationales Emma Ashford, le scénario probable pour ce que l'administration Biden tente d'obtenir de l'accord de défense avec le royaume d'Arabie saoudite est que les États-Unis assument la responsabilité de la sécurité du royaume, tandis que la Chine reste son partenaire commercial le plus important, ce qui semble être un accord perdant pour les États-Unis. Concernant la politique de Biden envers les Palestiniens, Doss a cité ce qui suit. Parmi les personnes les plus vulnérables à l'emprisonnement se trouve le peuple palestinien, à qui le président Biden a offert peu, un ensemble de vagues promesses pour préserver la possibilité de parvenir un jour à une solution à deux États. L'auteur a souligné que pendant plus d'un demi-siècle, aucune tentative n'a été faite pour s'attaquer à la cause fondamentale de la violence, à savoir l'occupation israélienne de la Cisjordanie et de la bande de Gaza. Ce que nous avons vu ces dernières semaines dans la guerre contre Gaza montre la gravité de la situation et prouve sans aucun doute à quel point le conflit palestino-israélien est capable de s'imposer sur l'agenda international. Dans son article pour le magazine Foreign Policy, l'auteur a conclu en disant que les événements de la guerre à Gaza ont montré que le choix qui se trouve devant les États-Unis n'est pas entre la vraie politique et les valeurs américaines, mais le véritable choix se situe entre une stratégie de sécurité et une solution réalisable, non un mirage. Alors l'administration Biden comprend-elle cela? David, quel que soit le scénario, à l'issue de cette guerre, Israël devra respecter le droit international. Il y aura des obligations basées sur les conventions de Genève et sur les règles du droit international, car un peuple occupé ne doit pas être privé de ses droits. Qu'en pensez-vous? Il y a deux choses. Premièrement, le droit international utilise des expressions qui sont utilisées dans la langue anglaise et qui n'ont pas la même signification en droit international. Beaucoup de gens disent qu'Israël est une force d'occupation, mais je ne pense pas que la description juridique de celui-ci soit correcte, ce qui implique certaines obligations, mais indépendamment de cela, Israël a des responsabilités spécifiques qui consistent à œuvrer à réduire les pertes civiles, à ne pas cibler les civils et à garantir que les destructions qu'ils provoquent sont proportionnelles à l'objectif militaire pour lequel l'opération militaire a été lancée. Ce qui complique la situation, c'est que le Hamas en est bien conscient. L'ensemble de l'infrastructure militaire du Hamas a été placé au sein de l'infrastructure civile. Cela signifie que même si Israël réussit à atteindre son objectif tactique en détruisant les capacités militaires du Hamas, il sera confronté à un échec stratégique. Mais dans le cadre de la possibilité d'identifier des cibles militaires, Israël peut affirmer qu'il ne viole pas le droit de la guerre, ce qui constitue une réponse insatisfaisante pour de nombreuses personnes. Alors passons rapidement à notre troisième sujet. Après 3 semaines de psychodrame interne et de blocage de plusieurs candidats, les élus républicains ont désigné mercredi à l'unanimité un idéologue conservateur de manière soignée pour remplacer l'ancien speaker de la Chambre, Kevin McCarthy. En effet, Mike Johnson est un fervent partisan de l'ancien président Donald Trump. Alors Chris Lapetina, que pensez-vous de ce qui se passe au sein de la Chambre des États-Unis?
Bon, au moins nos amis et nos alliés croient que nos institutions fonctionnent. Il y a un blocage gouvernemental qui menace nos intérêts et pourrait se prolonger, et que j'espère éviter. Je pense que notre pays est très divisé politiquement et qu'il est difficile d'agir en raison du manque de consensus entre les dirigeants politiques. Mais je suis sûr que nous avons au moins aujourd'hui un président de la Chambre des représentants et que nous pouvons essayer de réaliser ce qui doit être fait. David, il y a 2 dossiers qui doivent passer par le Congrès. Financer la guerre en Ukraine et soutenir Israël dans sa guerre à Gaza. Le nouveau speaker de la Chambre des représentants a tenté d'obtenir les fonds pour Israël, mais il s'est opposé au financement de l'Ukraine. Alors comment Washington peut-il financer ces opérations compte tenu des obstacles au sein du Congrès? There's a third issue, and this is what led to the downfall of Kevin McCarthy, which is enforcement of the southwest border and funding for operations there. Il y a un troisième élément qui a conduit à la chute de Kevin McCarthy, qui est le fait de sécuriser la frontière sud-ouest des États-Unis et de financer cette opération là-bas. Je pense qu'il y a certains membres du Congrès qui ne veulent pas s'impliquer dans cette affaire. Je pense que la question du financement de l'Ukraine et d'Israël n'est pas perçue négativement, mais plutôt la question suivante. Pourquoi envoyons-nous l'argent là-bas alors que nous voyons des dizaines de milliers de personnes entrer aux États-Unis par la frontière sud sans objection? Cette question a été liée à la droite, mais après que ces immigrants ne soient installés dans des villes comme New York, le maire démocrate de New York s'est opposé à cette démarche. La question donc est plus compliquée que ce que vous m'avez demandé. Quand j'ai entendu parler de Mike Johnson, mon opinion était similaire à celle de ceux qui osent diriger Gaza. J'aimerais que ce soit facile au sein de notre Chambre des représentants, mais gardons à l'esprit que le gouvernement américain est conçu pour être inefficace, et il l'est d'ailleurs. Un grand merci David pour votre présence aujourd'hui parmi nous. Merci également à Ilan Berman, merci au colonel Preston McLaughlin, à Chris Lapetina et à notre correspondante Jeanne Mansour. Un grand merci à notre équipe de production et à vous également pour votre attention. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode avec le Maroc depuis Washington. À très bientôt.